Eh bien, cher Nicolas Ducimetière, je vous remercie infiniment de votre invitation. Je ne sais pas si je dois vous remercier de votre présentation parce qu'elle est tellement flatteuse que je ne peux désormais que décevoir le public de ce soir. J'ajoute que l'image qui s'affiche, c'est précisément le feuillet de Saint-Gall qui figure donc dans l'exposition Trésor enluminé de Suisse. Alors, lorsque, il y a un peu plus de 3 ans, puisque le Covid est passé par là entre-temps, j'ai proposé à M. Ducimetière le titre de la conférence de ce soir. Je crois me rappeler que le verbe éditer l'avait d'abord laissé un peu perplexe. En spécialiste de l'histoire du livre et de la littérature du XVIe siècle, il conçoit naturellement, comme d'ailleurs nous le faisons tous spontanément, le geste d'édition comme celui de la reproduction à l'identique sur un support homogène du même texte en un nombre pluriel, voire abondant d'exemplaires. La production du livre manuscrit s'oppose à cette définition puisque, par nature, et sauf rares exceptions comme celle que constitue la reproduction en série de copies identiques dans les ateliers associés aux grandes universités du XIIIe siècle, donc sauf exception, tout manuscrit est un unicum qui porte, tant dans son apparence physique que dans son contenu, la trace singulière de l'individu ou du groupe d'individus qui l'ont confectionné ou commandité. Mais étymologiquement, le verbe latin edere, d'où vient édition, ne désigne pas nécessairement la fabrication en série. C'est donner en faisant sortir de soi, ex dare, d'où mettre au jour, faire naître, publier, soit ce qu'emploient à faire tant les manuscrits anciens et médiévaux que les imprimés modernes. La différence entre eux, c'est le mode technologique de la production, là la plume et la main, ici la presse de Gutenberg. Mais la conséquence de cette différence de technique, c'est que selon notre usage langagier moderne, le verbe éditer renvoie aussi spontanément non seulement à une instance de production, mais aussi à une communauté de destinataires. Si on produit un livre en une pluralité d'exemplaires, c'est pour viser un public étendu, et les réformateurs, on le sait, ont très bien compris comment tirer parti de ce mode de production. Le manuscrit étant unique, nous sommes moins accoutumés de l'envisager sous l'angle d'une diffusion ouverte. Lorsqu'aujourd'hui, de plus en plus rarement sans doute, nous écrivons à la main, c'est un texte destiné à nous-mêmes ou éventuellement à l'ami, aux parents à qui nous souhaitons un bon anniversaire ou nous adressons nos condoléances. Mais il faut bien être conscient qu'à l'inverse, le livre manuscrit du Moyen-Âge, sauf rare exception, est tout autant que le livre moderne destiné à circuler, à toucher un milieu donné, à être reproduit. Considéré du point de vue de son public, un même livre peut, de nos jours, s'adresser à des destinataires variés, répondre à des besoins ou des usages divers, ce que connotent des expressions comme édition de luxe, édition de poche, édition savante, qui toutes, je pense, éveillent en votre esprit les formes multiples que peut revêtir un ouvrage. C'est le même texte, mais selon l'aspect matériel que revêt l'objet qui le transmet, il ne s'adresse pas aux mêmes gens, ne répond pas aux mêmes besoins, n'admet pas les mêmes usages, ne bénéficie pas des mêmes modes de conservation. Prenons l'exemple de l'auteur dont il va être question ce soir. On peut lire l'Énéide de Virgile en livre de poche, dans la collection des Universités de France, alias Guillaume Budet, dans la récente et remarquable édition de la bibliothèque de la Pléiade, ou encore, il y aura bien d'autres exemples, bien sûr, à travers la splendide traduction en vers du genevois Marc Chouet, que l'éditrice d'art Diane de Cellier met en regard de fresques ou de mosaïques contemporaines du poète. Tout laisse à penser que les usagers de ces livres, qui y déchiffrent le même texte, ou à peu près, proviennent de milieux sociaux différents, n'ont pas la même préparation intellectuelle et n'attendent pas la même chose de la lecture qu'ils en font. Ce que je voudrais montrer à partir de quelques exemples, c'est que l'œuvre de Virgile fait, au fil des copies que l'on en réalise au Moyen-Âge, l'objet de présentations tout aussi variées par le format, la mise en page, la décoration. Et que cette variation témoigne des types de lecture et de lecteurs que, selon les époques, selon les milieux, religieux ou profanes, clérical ou laïque, humanistique ou scolastique, on a entrepris de faire du texte.
Et en effet, vous y faisiez allusion, la question des raisons de l'intérêt que le Moyen-Âge chrétien a pu porter aux classiques païens se pose dès l'origine. Les premiers vers de l'Énéide ne mettaient-ils pas en scène Junon, Jupiter et Vénus, dont les martyrs chrétiens se faisaient une gloire d'abattre les idoles? Et le sévère Saint Jérôme s'exclame « Plutôt qu'Horace, le psautier, l'Évangile plutôt que Virgile ». À cette apparente contradiction entre anathème fulminé et accueil pourtant assumé, la petite contribution que j'ai donnée au catalogue de l'exposition Trésors enluminés de Suisse apporte des éléments de solution. Je voudrais ce soir en faire l'essai sur un cas particulier. Et à cet égard, Virgile, si vous me passez l'expression, est un bon client. Aucun classique latin n'a été autant copié, ni surtout ne l'a été sur une aussi longue durée. La datation des quelques manuscrits que je m'apprête à vous présenter s'étend du tout début du IVe siècle à l'extrême fin du XVe, soit l'arc complet de la période que l'on a coutume de dire médiévale. Il est notable en particulier que l'on en ait conservé 7 codex ou fragments de codex remontant à l'Antiquité. Aucun autre des grands auteurs ne peut se prévaloir d'une aussi riche tradition ancienne. La raison en est simple à expliquer, je pourrais gloser, mais je fais vite. Si nul ne fait l'objet d'autant d'enthousiasme et de vénération, c'est que Virgile est le poète romain par excellence, dont l'œuvre reflète la grandeur de l'Empire. Il est le génie du grand genre poétique, l'épopée, lui dont l'Énéide condense ce que sont pour les Grecs l'Odyssée et l'Iliade. Il est le parangon du classicisme dont tous les écoliers apprennent par cœur les vers, comme naguère en Italie, on apprenait ceux de la Divine Comédie. Enfin et surtout, c'est l'auteur de poèmes qui, pour être formellement parfaits, n'en suscitent pas moins l'émotion. Augustin ne confesse-t-il pas être touché aux larmes lorsqu'il relit l'épisode de la mort de Didon? Le portrait hiératique que je viens d'esquisser correspond-il à l'image que le Moyen-Âge se formerait d'un Virgile tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change? En aucun cas. Le point de vue critique des intellectuels médiévaux est toujours dicté par des considérations pragmatiques plutôt qu'esthétiques. Les choix des auteurs anciens qu'ils entreprennent d'étudier, alors que d'autres auteurs anciens tombent pour de longs siècles dans l'oubli, les types historiquement variables des approches auxquelles ils les soumettent, tout cela est fonction d'exigences précises, de la nécessité où l'on est d'instrumentaliser des références prestigieuses pour répondre à une question particulière, à un moment et dans des circonstances données. Et on pourrait aussi bien le montrer à propos de Cicéron, d'Ovide, de Tite-Live ou de tant d'autres. Et c'est la diversité, et c'est là que j'arrive finalement au point qui m'intéresse ce soir, c'est la diversité de ces besoins que reflète la forme même matérielle du livre. Donc je vais maintenant essayer de le montrer à partir de quelques exemples qui illustreront tour à tour, dans un ordre vaguement chronologique, un peu simplifier une situation qui est plus complexe naturellement, d'abord le Virgile politique, puis le Virgile didactique, ensuite le Virgile que j'appellerai romanesque, et enfin le Virgile humaniste. Alors d'abord donc Virgile politique. Le premier document que je vais présenter est à la fois émouvant et précieux, même s'il est fragmentaire et ça et là bien abîmé. Daté par les spécialistes des environs de 400 après Jésus-Christ, le Virgilius Vaticanus, selon sa dénomination usuelle, est le plus ancien des codex transmettant un auteur classique latin. De format presque carré, environ 20 cm sur 22, il contient des extraits des Géorgiques et de l'Énéide, reliquats d'une copie bien plus complète des grands poèmes de Virgile, et surtout, il a la particularité rare pour un livre aussi ancien d'être copieusement illustré. En voici 2 exemples, pas trop détériorés. Ici, vous voyez sur une pleine page, donc Énée et son compagnon Acate sur une éminence qui contemple, on est à la fin du chant 1 de l'Énéide, qui contemple la construction de la ville de Carthage. Et ici, donc, avec une page où le texte et l'image se partagent, la fuite de la flotte troyenne et d'Énée devant la pauvre Didon éplorée qu'on voit à sa fenêtre ouvrir les bras et très attristé naturellement de voir s'enfuir son amant. Il subsiste quelques 50 peintures d'un programme qui devait en compter environ 250.
En dépit de leur usure actuelle, nous sommes en présence d'un livre de grand luxe. Vu ce que l'on sait du commerce de la librairie à l'époque, il répond sans aucun doute à une commande aristocratique. Mais on peut être plus précis. Notre Vaticanus est la copie d'un livre plus ancien qui devait revêtir la forme du volumen, du rouleau. La démonstration en est fort technique et je vous l'épargne, mais elle s'appuie entre autres sur la correspondance entre une image et le texte qui partage la page avec elle, comme dans l'exemple qui figure à l'écran. Le style des peintures donne une idée de l'antiquité de ce volume. Le grand Pierre de Nolhac, notamment, qui leur a consacré, à ces images, qui leur a consacré une monographie, la rapproche de celui de la peinture pompéienne, notamment pour la représentation des corps, sous réserve toutefois d'une moins grande habileté dans le maniement de la perspective. L'écriture également imite l'ancien. C'est la splendide capitale rustique, sans coupure entre les mots, des inscriptions du tournant de l'ère chrétienne. En somme, tout se passe comme si l'atelier qui a réalisé le livre voulait donner l'illusion à la forme codex près. Vous savez que les premiers codex commencent à diffuser à partir plutôt du IIe siècle, gravant. Donc si cet atelier voulait donner l'illusion d'un ouvrage contemporain d'Auguste et de Virgile, l'époque mythifiée de la plus grande gloire de Rome. Par ailleurs, l'analyse de l'iconographie, qui n'hésite pas à représenter des sacrifices païens, suggère que le commanditaire est attaché à l'ancienne religion, alors même que depuis peu, l'empereur Théodose le Grand a fait du christianisme la religion officielle de l'État. Dès lors, la réponse à la question du milieu d'origine de ce codex s'impose, c'est celui de ce que l'on nomme parfois la dernière réaction païenne, le cercle des grands aristocrates romains, Symmaque, Prétexta, Nicomaque Flavien, attachés envers et contre tout, ou tournant du Ve siècle, aux valeurs qui ont fondé la grandeur de la Rome classique, alors même que les barbares pénètrent dans l'Empire et que le christianisme, selon eux, le mine de l'intérieur. Cette résistance grandiose et vaine se traduit avant tout sur le plan culturel, avec l'effort de faire reporter sur codex les ouvrages comme ceux de l'historien Tite-Live, témoin de la gloire passée. Virgile est au centre de ce dispositif. Le philosophe néoplatonicien Macrobe, qui est un ami des personnages que je viens de citer, les met en scène dans son dialogue intitulé Les Saturnales, un dialogue philosophique qui se déroule selon la loi du genre lors d'un banquet où la discussion autour de la lecture de l'Énéide occupe une bonne part de la conversation. L'histoire du Virgile Vaticanus est obscure jusqu'à ce qu'on retrouve trace de sa présence entre les mains du cardinal humaniste Pietro Bembo au début du XVIe siècle. Mais il n'est pas absurde, l'hypothèse en tout cas a été formée, de penser que Charlemagne, lorsqu'il conquiert l'Italie, s'en soit saisi au profit de sa bibliothèque d'Aix-la-Chapelle, où la présence de Virgile est d'ailleurs attestée par l'inventaire. Il semble en tout cas, là aussi je passe la démonstration, que notre manuscrit ait pu être conservé quelque temps au monastère Saint-Martin de Tours, dont est abbé Alcuin, le principal conseiller de l'empereur en matière culturelle. Car après l'étiage des siècles obscurs, les 7e et 8e, où les traces de la culture écrite sont pauvres, Virgile redevient, dès la fin du 8e siècle, l'auteur classique favori des savants de l'époque carolingienne, que l'on a parfois qualifié d'Aetas Virgiliana, âge de Virgile. Comment l'expliquer? Il y a au moins deux raisons à cela. La première, c'est que le scénario de l'Énéide, qui relate la fondation d'un empire pacifique et universel par un héros empreint de religion, le pieux aîné, peut, aux yeux et sous la plume de poètes courtisans, préfigurer l'entreprise de Charlemagne, de fonder un nouveau règne, nouvel empire chrétien. Je n'en prends qu'un exemple. La plus ancienne épopée médiévale, exaltant un héros laïque, composée peu après 800, dont nous avons conservé deux substantiels fragments, met en scène Charlemagne dans ses œuvres.
eh bien, elle est nourrie en profondeur de réminiscences, de citations camouflées de Virgile. Ainsi, dans un développement qui décrit la construction sous la supervision de l'empereur de sa nouvelle capitale, Aix-la-Chapelle, 2 passages virgiliens soigneusement choisis sont mis à contribution. D'abord, le zèle des bâtisseurs et de leurs corporations diverses est assimilé mot pour mot à l'activité industrieuse de la ruche, des abeilles, telle que l'a décrit le livre 4 des Géorgiques. Sur la citation qui s'affiche à l'écran, les mots que j'ai indiqués en rouge sont les citations littérales des vers de Virgile, dont les références sont données en marge. Je traduis peut-être rapidement ces quelques vers latins. Le travail bat son plein. Ainsi, durant le bel été, les abeilles, suivant leur habitude de préparer des vivres, butinent et cueillent les fleurs des champs, volent au sang bourdonnant de leurs ailes parmi les ruisseaux et les thym. Les unes sont posées sur des fleurs, en attendant leur butin fait de s'en retourner, de revenir au château embaumé. D'autres s'entrèvent, nourrissent et font croître les larves. D'autres bâtissent l'une près de l'autre leurs alvéoles de nectar, en malaxant de leurs pattes incurvées le miel doux comme la rosée. Ce n'est pas d'une autre façon que les francs vaquent sur l'étendue de la ville. Les francs, donc les sujets de Charlemagne. Mieux encore, la cité dont Charlemagne a dessiné les plans ressemble trait pour trait à la Carthage en construction que décrit le chant 1 de l'Énéide, comme on voyait tout à l'heure sur l'illustration du Vaticanus. Alors là aussi, en rouge, les références, les citations littérales de l'Énéide 1, 420 et suivant. Je traduis. Il se tient droit au sommet de la citadelle, Charles le Pieux comme est né et pieux, assignant de loin à chaque lieu sa destination et dessinant par avance les murailles altières de Rome, de la Rome à venir. Ici, ordonne-t-il, il y aura le forum et le Sénat, le lieu sacré du droit, où le droit et les lois et les saints commandements sont octroyés au peuple. La cohorte des ouvriers s'empresse, les uns débitent des rochers propres à la confection de droits de colonne et s'emploient à élever les murs de la citadelle. D'autres, à l'envi, roulent de leurs propres mains des roches, creusent le port, jettent les fondations profondes du théâtre, couvrent les palais de hautes coupoles. Alors, un critique assez peu inspiré, je crois, a ironisé sur le caractère irréaliste d'une description dont l'auteur aurait été aveuglé par la fidélité servile et niaise à son modèle antique. Il n'y a pas de théâtre à Aix-la-Chapelle, et encore moins de port. Aix n'est pas une cité fluviale ni maritime. Mais Virgile, en décrivant Carthage sous les traits de la Rome d'Auguste, était-il plus réaliste? Ce n'est pas sous l'angle de la vérité documentaire que l'on doit lire un tel texte, mais en mesurant la portée symbolique. Au moment de décrire la cité terrestre idéale, à celle de l'empire chrétien qui est en train de s'édifier, centre du nouveau pouvoir, en somme, le poète anonyme ne s'est pas trouvé de meilleur guide que le chantre par excellence de la grandeur impériale, Virgile. Ce n'est pas qu'il était naïf, mais tout au contraire, qu'il l'avait bien lu et bien compris. Cela me conduit à la seconde raison du succès de Virgile à partir du IXe siècle, sa dimension didactique. Au début du IXe siècle, au moment où, en France du Nord, la langue parlée, qu'on l'appelle latin vulgaire ou proto-roman, cette langue a perdu tout contact avec la langue écrite. Or, de cette langue écrite, on a un besoin absolument nécessaire pour faire face aux obligations d'une administration qui s'étend sur un territoire très vaste et linguistiquement divers, et d'une liturgie qui se veut catholique, c'est-à-dire universelle. Il faut donc l'apprendre à l'école, et tel est bien le sens de la restauration, donc en latin renovatio, de l'enseignement promu par le prince et par son ami Alcuin. En bonne logique, la connaissance des normes de la langue passera par la lecture commentée des grands auteurs. D'où le formidable effort que vous connaissez bien, je pense, des moines copistes de la fin du 8e ou du 9e siècle pour reproduire en quantité et dans la très claire et très belle graphie qui est celle de la nouvelle écriture, la minuscule Caroline, l'œuvre des classiques latins. Parmi ceux-ci, Virgile, de nouveau, occupe une place éminente, la première sans doute. Il était déjà, je l'ai dit, le poète le plus étudié de l'école antique. L'école étant par nature un milieu conservateur,
celui de la reproduction, comme dirait Pierre Bourdieu, l'école de l'époque carolingienne va s'inscrire dans la continuité de ces programmes. Ne serait-ce d'ailleurs que parce que le travail a déjà été fait, ou déjà largement été fait. Du fait de sa position privilégiée dans le cycle d'études, Virgile a été objet de nombreux commentaires antiques sur lesquels les maîtres médiévaux peuvent s'appuyer. Le plus célèbre étant celui très copieux de Servius, un grammaticus, c'est-à-dire, je dirais plutôt un professeur de littérature qu'un grammairien au sens moderne, du début du Ve siècle. Il fait d'ailleurs une apparition fugace dans les Saturnales de Macrobe. Qu'est-ce qui intéresse Servius dans l'œuvre de Virgile? Ou qu'est-ce qu'il en dit, en tout cas? Qu'est-ce que nous en révèle son commentaire? Il n'en évoque guère la beauté poétique, ce n'est pas son métier. Sans doute insiste-t-il sur la richesse linguistique du texte, les mots et leurs étymologies, les finesses syntaxiques, les techniques de versification, les figures de rhétorique. De quoi déjà apprendre à bien parler et à bien écrire. Mais il ne s'en tient pas là. Pour son commentateur, l'auteur Virgile n'est si génial que parce qu'il maîtrise une science proprement encyclopédique. Pas pour rien que le Moyen-Âge en fera une espèce de sorcier. En effet, pour Servius, on ne peut pas avoir écrit les géorgiques sans être expert en agronomie, en élevage et en apiculture, mais aussi savoir la marche des astres. On ne peut pas avoir écrit l'Énéide sans être rompu aux techniques de la navigation, à la géographie, à l'art militaire, ni connaître à fond la mythologie et la science des religions. Chaque vers, presque chaque mot du texte, donne occasion à son exégète d'en explorer l'arrière-plan scientifique. Bien au-delà de Virgile, bien au-delà, de l'œuvre de Virgile, le commentaire de Servius, qui s'enrichit génération après génération, constitue donc une véritable porte d'entrée vers la civilisation antique, une somme inégalée d'informations à son sujet. C'est dans cet esprit également que l'œuvre du poète a été lue dans le haut Moyen-Âge. Je ne dis pas que quelques-uns n'aient pas été sensibles à son charme et n'iraient pas jusqu'à prétendre que Virgile, au fond, ne servait que de prétexte à Servius. Mais il y a peut-être un petit peu de cela dans les régions qui n'ont jamais été romanisées, comme l'Irlande, où la question de l'apprentissage de la langue pose des problèmes spécifiques. Une légende romantique voulait naguère faire de l'Irlande, tard christianisée, le conservatoire providentiel de la culture et des textes classiques lorsque l'Europe continentale était en proie à la furie des barbares. C'est absolument faux. Le seul auteur païen que l'Irlande a lu, c'est Virgile. Virgile épousé par Servius, qui l'introduisait à un monde dont elle ignorait tout. Mais du coup, l'Irlande est à l'origine de l'apparition d'une forme de livre tout à fait nouvelle. Jusqu'alors, lire un texte et son commentaire était une opération fort malcommode, puisqu'elle contraignait à manipuler simultanément deux volumes distincts, dont l'un, celui du commentaire, se présentait souvent de façon très compacte, comme il ressort par exemple de cette page du manuscrit le plus ancien du commentaire de Servius. C'est un manuscrit de la fin du 8e siècle, aujourd'hui conservé à la bibliothèque universitaire de Leyde. Donc vous voyez, il faut déjà avoir certaines compétences de lecteur pour déchiffrer un texte comme ça. Donc les mots qui apparaissent en caractère un peu plus grand sont les mots du texte de Virgile, et ce qui est en petit caractère, c'est le commentaire de Servius. Alors, comme l'a démontré mon maître et ami Louis Holtz, c'est probablement en Irlande que l'on a, vers cette époque, l'idée simple mais géniale de réunir en un seul volume, sous une seule couverture, le texte et son commentaire. En effet, le plus ancien modèle de cette façon de faire, un commentaire au livre biblique d'Ézéchiel, est d'origine irlandaise. Alors, on sait que les moines irlandais ont pas mal essaimé sur le continent, ont pas mal évangélisé nos régions en Suisse en particulier, où ils ont pu exporter cette technique. Ainsi, dans le manuscrit 167 de la bibliothèque de Berne, le texte virgilien et celui de Servius sont placés en regard sur deux colonnes parallèles. Donc,
à droite le texte de Virgile et à gauche celui de Servius. Ou encore dans un autre manuscrit bernois, le 172, le numéro 172, donc ces deux manuscrits du milieu du IXe siècle, plus ou moins, nous avons 3 colonnes, le commentaire flanquant de part et d'autre le texte poétique. Avec ces documents, dit Holz, nous sommes en présence des toutes premières éditions commentées, comme nous les connaissons bien aujourd'hui. Cette typologie livresque s'impose aussitôt et connaît un formidable succès. Les livres scolaires et universitaires médiévaux, quelle que soit la discipline, y compris le droit ou ce genre de choses, mais ça est encore vrai, vous le savez, des anciennes éditions imprimées, se présentent ainsi, avec le texte à commenter au centre et dans les marges, parfois entre les lignes pour les notations plus ponctuelles, le commentaire transcrit dans une écriture de plus petits modules. L'immense majorité des manuscrits de Virgile copiés au cours du Moyen-Âge central se présentent de la sorte. Vous voyez par exemple, mais j'aurais pu en prendre 100 autres exemples, ce manuscrit français du milieu du XIe siècle. Donc on a ici le début bucolique avec le texte, donc le T de Titir et au centre, et puis alors non seulement tout autour, mais de façon copieuse entre les lignes, le commentaire. Je note au passage que c'est le cas ici, mais c'est dans le cas très généralement, les marges des premières pages sont souvent plus densément peuplées de gloses que les suivantes. Vous voyez ici un endroit plus avancé du texte, le commentateur, c'est un petit peu, ou le scribe, c'est un petit peu limité. C'est peut-être le signe donc que le zèle des commentateurs ou des scribes, au fil des pages, tend peu à peu à s'essouffler. Ces livres à visée utilitaire, généralement, ne s'embarrassent pas d'élégance. Nul d'entre eux n'est illustré et on n'hésite pas à recourir à un support même médiocre, comme dans ce folio du manuscrit de Berne 167, j'en ai montré un autre tout à l'heure, où vous voyez les gloses se répartissent autour des trous du parchemin dont on ne doit pas perdre une miette parce que c'est un matériau qui coûte cher. Hein. Comme si, en somme, la richesse de l'information se payait de la médiocrité de la forme. Avec ces livres plutôt austères, d'usage exclusivement clérical, vont au fil des derniers siècles médiévaux peu à peu cohabiter des ouvrages d'apparence plus aimable. On peut, je crois, mettre cette évolution au compte de l'accession progressive des laïcs de haut rang à la culture écrite, donc aussi du fait de ce fait-là d'un marché du livre. Jusqu'au XIIe siècle, époque justement qualifiée de Renaissance, Virgile a été la propriété exclusive des clercs, c'est-à-dire de ceux qui savent lire et écrire le latin, et qui s'en servent, comme on l'a vu, pour apprendre et enseigner la langue, mais aussi pour nourrir leur propre composition poétique, selon la fameuse image des nains perchés sur les épaules des géants, hein, comme l'auteur de l'épopée, l'auteur anonyme de l'épopée de Paderborn, on l'a vu tout à l'heure, recycler en somme des passages des Géorgiques et de l'Énéide. Mais donc, avec le XIIe siècle et le début aussi de la littérature en langue vulgaire, en France en tout cas, la culture s'ouvre désormais à un nouveau public et à un public sensible à des objets plus accessibles et plus attrayants. L'aristocratie est friande des histoires d'armes et d'amour, hein, comme on dit à l'époque. Elle va trouver à satisfaire ce goût dans les grands récits antiques qui, dès le milieu du siècle, sont traduits ou adaptés en vers français. Ce que le substantif roman désigne à l'origine, en effet, ce n'est pas un genre littéraire, c'est le processus par quoi les textes latins sont mis en langue romane. Et c'est ainsi que vers 1160, l'Énéide donne naissance au roman d'Énéas, c'est-à-dire transposition en langue romane de l'histoire d'Énée. Le roman d'Énéas, composé dans les parages d'un milieu fort lettré, la cour du roi d'Angleterre Henri de Plantagenet et de sa femme Aliénor d'Aquitaine. Ce que le public noble y cherche et y découvre, ce n'est pas des règles de grammaire et de vertification, ni tellement un savoir historique et mythologique, c'est l'aventure d'un chevalier errant, Énée, qui traverse la mer et triomphe de divers monstres avant de conquérir sa terre et de fonder une dynastie. Les manuscrits les plus anciens du roman
sont des compilations monumentales datant du XIIIe siècle, élégantes et un peu sévères, comme ici. Vous voyez la densité aussi de l'écriture, même si le manuscrit, qui fait plus de 30 cm, est assez grand. Des compilations volumineuses qui associent souvent l'Énéas aux autres romans antiques, le faisant précéder dans l'ordre chronologique du roman de Troie, donc qui raconte l'Iliade, et suivre du roman de Brut. Alors Brutus, c'est un petit-fils légendaire d'Énée qui est réputé fondateur du royaume de Bretagne. Et même à l'intérieur du roman de Brut sont parfois même interpolés, comme c'est le cas, je crois, dans le manuscrit français 1450 de la Bibliothèque nationale, les romans de Chrétien de Troyes. Donc vous voyez, toute une longue histoire de la chevalerie, des débuts de Troyes jusqu'à la geste du roi Arthur. Donc pour te dire, un grand corpus chevaleresque. Alors, il n'y a guère d'apparence que ces sommes peu maniables, le XIIIe siècle est l'ère des sommes, vous savez, peut-être, il y a peu d'apparence que ces énormes manuscrits aient servi à la lecture individuelle. Le texte devait plutôt être transmis à ses destinataires privilégiés, donc le public nobiliaire, sous forme de lecture à haute voix, de récitation publique. Au XIVe siècle, époque où les laïcs de haut rang commencent à se constituer des bibliothèques privées, on voit apparaître des manuscrits illustrés, comme le français 60 de la Bibliothèque nationale de France, dont voici deux images. Donc la première montre l'histoire des jeunes guerriers Nisus et Euryale s'attaquant au camp des ennemis des Troyens. Et celle-ci, donc au bas de la page, relate, décrit, reflète les funérailles du jeune guerrier, du jeune chevalier Pallas, selon les rites en vigueur au Moyen-Âge. Ce manuscrit français 60 sort d'un atelier parisien bien connu, actif sous le règne de Philippe le Bel et celui de ses fils, donc on est, disons, dans le deuxième quart du XIVe siècle, sans doute. Un atelier au style très caractéristique, et ce manuscrit est certainement destiné au commerce de luxe. Et vous aurez sans doute remarqué, j'aurais pu en passer d'autres, mais bon, le temps presse, que comme il est alors de rigueur, les images, donc les deux images, surtout celle-ci peut-être, avec les chevaliers caparaçonnés, puis les pavillons, etc., et celle-là, transposent les personnages et leurs actions dans l'univers tout à fait contemporain de la chevalerie. Donc c'est vraiment un regard tout autre qu'archéologique sur un passé lointain, où, d'une certaine façon, on se reconnaît. L'autre exemple vient du monde germanique, conservé aujourd'hui, il est d'un style très différent, vous voyez, conservé aujourd'hui à Heidelberg. Il s'agit d'un manuscrit de la traduction en allemand de l'Énéas, réalisé vers 1175 par le poète Hendrik von Feldecker. Cette copie a été réalisée à Strasbourg à la date précise de 1419. Sa matière, le papier, est moins noble, son format plus modeste, et surtout l'illustration plus naïve, maladroite et presque cocasse. Vous voyez la façon ici dont est représenté le suicide de la malheureuse Didon. Et vous avez, peut-être encore plus remarquable ici, la descente aux enfers d'Énée, au chant 6 de l'Énéide, où l'enfer, justement, est représenté comme, comme il est fréquent à l'époque, comme la gueule ouverte d'un dragon. On peut dès lors imaginer que ce manuscrit tardif témoigne d'une certaine démocratisation de la culture virgilienne. Selon une spécialiste qui en apprécie le caractère prime-sautier, ce manuscrit, je la cite, appartient à la catégorie dite populaire, très prisée des bourgeois du XVe siècle, notamment en Alsace. Il reste que le Virgile des laïcs est peu à peu devenu un personnage familier, impliqué à son tour dans des récits de fiction. Certains contes, collectés dès le début du XIIIe siècle par des folkloristes avant la lettre, font de lui une espèce de sorcier bienveillant ou de bricoleur astucieux qui multiplie les inventions utiles à sa bonne ville de Naples, où il est réputé avoir fini ses jours. Un procédé qui rend imputrescible la viande du marché. Parce que le climat chaud, ça peut être pratique. Une mouche de bronze qui éloigne tous les autres insectes, la station thermale de Pouzol. Virgile devient même le héros d'une sorte de fabliau ou de nouvelle à la Boccace.
Donc voici, plutôt que la pleine page, je vous montre le détail de la miniature, et en particulier sa partie gauche. Alors l'histoire est la suivante. Ayant obtenu d'une dame romaine dont il est amoureux un rendez-vous nocturne, celle-là promet donc à Virgile de le hisser dans un panier jusqu'à la fenêtre de sa chambre, mais elle interrompt l'opération à mi-hauteur. Donc, le jour venu, la population va découvrir dans cette fâcheuse posture le poète mortifié de honte, qui apporte ainsi la preuve que même les plus sages sont prompts à succomber à l'appel de la chair. Venons-en maintenant, pour finir, au Quattrocento italien. Dans les milieux curiaux et les oligarchies marchandes commence alors à se diffuser, avec l'intérêt pour l'histoire ancienne, le goût pour les beaux livres, naguère réservé aux établissements religieux ou aux princes de très haut rang. Il est désormais de bon ton pour les nobles d'avoir dans sa bibliothèque un rayon de livres classiques. Et comme l'était naguère, je l'ai dit il y a un instant, les livres scolaires à noter, ceux-ci, donc ces livres pour les bibliothèques nobiliaires, sont plus ou moins tous bâtis sur le même modèle. Vous en avez sûrement déjà vu. En voici deux exemples. Je reviendrai rapidement. Vous voyez qu'ils sont vraiment un peu les pages liminaires, les frontispices sont vraiment de même structure. La bibliothèque Bonne-Mère en possède quelques exemples d'ailleurs, mais ils ne sont, à ma connaissance, hélas pas encore numérisés. Donc des manuscrits de format plutôt important. Le parchemin est souvent un vélin, donc très fin, lisse et blanc. La copie en écriture humanistique est d'une parfaite régularité, et nous avons la présence d'un frontispice, d'une page liminaire, qui comprend presque toujours des initiales à l'encre d'or et un encadrement, alors qui peut être soit comme ici, ici, ce qu'on appelle la Bianchi Girari, c'est-à-dire avec des entrelacs blancs sur fond de couleur, ou encore des décors floraux ou végétaux. On a aussi pratiquement toujours, soit en haut comme ici, soit en bas comme là, un emplacement pour le stemma, pour les armes du possesseur. Et puis, parfois, pour les manuscrits les plus chic, si je puis dire, une petite scène, une petite miniature qui illustre l'incipit de l'ouvrage. Donc ici, au début bucolique, on a la rencontre entre les deux bergers, Tityre et Mélibée. Alors, les deux exemples donc, que je viens de montrer sont choisis à peu près au hasard et représentatifs de quantité d'autres. En revanche, c'est un peu moins vrai pour celui-ci, où il y a quand même quelques notes interlinéaires. Les annotations, les traces de lecture sont généralement assez rares. Je ne dis pas que les puissants propriétaires de ces livres n'aient pas lu Virgile, mais on n'en a pas la preuve, ou en tout cas, il ne pas une lecture très, très active. Le livre classique est dès lors avant tout signe extérieur de richesse, plus encore marque de distinction, au sens que Pierre Bourdieu a donné à ce terme. Ce n'est pas toujours le cas cependant, et je voudrais conclure en présentant rapidement deux manuscrits du XVe siècle tardif, dont la somptuosité d'exécution n'a rien à envier à celle des exemples que je viens de montrer, mais qui sont également témoins aussi d'une vraie entreprise philologique, humaniste donc au sens premier du terme. Le manuscrit aujourd'hui conservé, pardon, je suis passé trop vite tout à l'heure, c'est maintenant que je dois le montrer. Le manuscrit aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France sous la cote latin 7939A a été réalisé vers 1460 au bénéfice d'un patricien et homme politique vénitien cultivé, Leonardo Sanudo, père de l'historien humaniste Marine Sanudo. L'illustration en a été confiée à deux miniaturistes ferrarais de renom, Guglielmo Giraldi et Giorgio d'Alemagna. Alors, je n'insiste pas sur le frontispice, donc vous voyez qu'il présente en plus riche les caractères que j'ai déjà définis, lettres d'or, décors floraux, miniatures. Ici, c'est le naufrage qui est au début de l'Énéide. En revanche, ce qui est remarquable, c'est les 94 vignettes peintes dans la marge inférieure qui représentent, au fil du texte, autant d'épisodes de l'Énéide fidèlement mis en image. On retrouve donc là, mutatis mutandis, le système de mise en page
du Virgile Vaticanus. Donc, voici un premier exemple. Je vous montrerai un détail qui vous permettra tout à l'heure de voir les choses un peu mieux. Ici, on voit en bas Énée qui s'enfuit de la ville de Troie en flammes, en tenant son fils par la main et en portant son père sur ses épaules. Et ici, nous le voyons à l'entrée des enfers s'affronter au gardien des enfers, à savoir le chien à trois têtes, Cerbère. Outre la finesse de l'exécution, on voudra bien noter que l'illustrateur, au lieu de représenter des personnages et des lieux d'apparence médiévale, comme on a vu tout à l'heure avec le manuscrit français 60, s'est évertué à retrouver la vérité, ou ce que l'on peut imaginer de la vérité des formes antiques. Voilà sur le détail ici la représentation donc, du temple de Vesta, qui ressemble bien à ces architectures romaines, ou encore dans celui-ci la physionomie de Cerbère, qui n'a rien à voir avec la gueule d'enfer du manuscrit de Heidelberg. Alors, l'autre aspect vraiment intéressant, c'est que ce livre de luxe est aussi un livre d'études, et la glose, artistement, notamment, vous voyez ici la forme de cette glose, artistement disposée dans les marges, est extraite du commentaire de Servius. Mais presque, en somme, en face de la préfiguration de nos volumes des éditions commentées luxueuses de la Pléiade. Le dernier exemple que j'invoque vient d'une toute autre ère culturelle, également fort brillante au XVe siècle, celle de la cour de Bourgogne. Le manuscrit 9 des archives de l'évêché de Gand a été réalisé pour Raphaël de Mercatel, un bâtard du duc Philippe le Bon, évêque de Rosen et abbé de Saint-Bavon de Gand, un bibliophile spécialement averti. Ce gros et grand volume de 276 folios et d'environ 30 cm sur 40 est magnifique jusqu'à la reliure, qui est d'origine. On n'a pas identifié l'atelier gantois ou brugeois où a été confectionné le codex, mais il est peuplé d'artistes tout à fait compétents, tout à fait excellents. Au fil du volume, donc, chacune des 10 bucoliques est précédée d'une miniature qui en présente les personnages et le sujet. Là, je crois qu'on est au début de la deuxième bucolique, où on voit donc Corydon et son amoureux. Pour ce qui est donc des 4 livres des Géorgiques et des 12 livres de l'Énéide, il s'ouvre sur une illustration pleine page, comme vous avez donc ici le début du livre 4 de l'Énéide, avec à la fois le texte, le commentaire et l'image. Alors, cette miniature ou cette peinture, vous pouvez constater qu'elle est de style beaucoup plus médiéval, entre guillemets, que celle du manuscrit de Sanudo, à la fois dans la représentation des réalia, mais aussi, je dirais, dans la conception d'ensemble. La page qui s'affiche télescope en effet entre elles plusieurs scènes successives du livre concerné. On a toute l'histoire ici du livre 4, qui est l'histoire des amours de Didon et Énée, où on voit donc en haut à droite Didon s'ouvrir à sa sœur de son penchant pour Énée. Au centre, la scène de chasse au cours de laquelle les deux amants vont tomber dans les bras l'un de l'autre. En haut à gauche, l'apparition du dieu Mercure qui dit à Énée qu'il faut y aller, qu'il ne faut plus s'attarder à Troie. En dessous, la fuite des vaisseaux troyens. Et en bas, dans sa maison, on voit peut-être pas très bien à l'écran, le suicide de Didon et son bûcher. En même temps, à côté de ces images, ce gros livre est une somme d'érudition virgilienne que je crois sans précédent dans la tradition manuscrite, puisqu'il comporte, outre les 3 grandes œuvres, bucolique, géorgique et Énéide, la collection des petits poèmes d'attribution parfois incertaine, connus sous le nom d'Appendix Virgiliana, la vie du poète par le grammairien antique Donat, l'intégralité du commentaire de Servius disposé de façon très savante autour du texte, selon le modèle qu'offrent les ouvrages scolastiques en théologie et en droit, et même la continuation de l'Énéide réputée inachevée par l'humaniste Maffeo Veggio. Donc assurément, la conception de ce gros livre savant, dans les années 1490, a dû coûter beaucoup de temps,
d'efforts et d'argent. Mais ceci était inutile du point de vue de la logique éditoriale, puisque pour ce qui est du contenu, notre manuscrit reproduit une édition incunable des œuvres complètes de Virgile, publiées en 1476 à Venise. Ne doit-on pas supposer que celle-ci, l'imprimerie, n'autorisait pas encore à se passer définitivement de la beauté de l'édition manuscrite? Je me repens d'avoir montré tant d'images, moi qui n'y connais rien, car je suis un homme du texte, devant un auditoire aussi averti que le vôtre, et j'attends vos critiques avec humilité et gratitude. Il me semble pourtant avoir accompli le programme que je me fixais en commençant. Peut-on parler d'édition médiévale de l'œuvre de Virgile, non seulement du point de vue de sa production, ce qui me semble aller de soi, mais du côté de sa diffusion auprès du public? Assurément, chaque volume est singulier, mais il reflète, autant et plus que celui de l'artisan qui l'a conçu et fabriqué, le visage de son lecteur. Je vous remercie de votre attention.